Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Diagonale que j'anime avec mon confrère Landry Breton. Landry, bonjour. Bonjour Jean-Eudes. Nous recevons ce matin le secrétaire général de la Centrale des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin. Avec lui, nous parlerons de la nouvelle approche du quota horaire pour les aspirants suite à la rencontre tenue le jeudi 8 octobre. Une révision de cette disposition se profile à l'horizon. Quelle perspective pour ces jeunes enseignants? Place maintenant au débat. Ansel Mamoussou, bonjour. Bonjour, cher ami. On vous a entendu dire après cette rencontre le jeudi dernier avec le chef de l'État que c'était déjà une première victoire pour les centrales syndicales ou pour les aspirants également. N'y a-t-il eu que des points positifs au cours de cette rencontre? Non, il n'y a pas eu que des points positifs. Mais vous savez, nous sommes dans le dialogue social. Et le dialogue social, ce sont des concessions, ce sont des pertes et des gains de part et d'autre. Et nous avons l'habitude dans ce pays, en tant que syndicat, à ne pas savoir célébrer nos victoires et à ne regarder que les points négatifs pour nous plomber complètement le moral. Et donc, il était temps que nous puissions regarder, faire les comparaisons, en regardant un peu ce que nous avions comme prétention avant d'aller à cette audience et ce qui en est ressorti. Le plus important était de faire en sorte que les camarades qui vivent un drame social du fait de l'avancée dans la position donc, du gouvernement. Parce que vous vous souvenez que 2 jours avant que cette fameuse mesure me soit annoncée, le gouvernement, par la parole donc, de ses ministres, avait rassuré les aspirants qui étaient en poste l'année dernière qu'ils pouvaient donc reprendre le chemin des classes. Et donc voilà, et en allant à cette audience il y a quelques jours, ce que nous souhaitions plus que tout, c'était que les camarades effectivement puissent reprendre les classes parce qu'il y avait beaucoup de problèmes dans des familles, il y avait beaucoup d'espoirs qui étaient déçus. Et ne serait-ce que par rapport à ce point-là, de mon point de vue, on va revenir plus en profondeur sur ce qui a été dit au cours de cette rencontre, mais beaucoup de personnes veulent quand même comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement, qui vous a invité, est-ce que ce sont les centrales syndicales qui ont mené la démarche, parce qu'on a constaté qu'il y a une centrale qui était absente et il y a eu une petite polémique par rapport à cela. Comment est-ce que la rencontre a été pensée et comment est-ce que tout cela a été mis en place? Vous savez, il y a une approche, une nouvelle approche qui consiste encore, avant de tirer sur le partenaire social, il faut d'abord chercher donc à discuter, à le rencontrer. Et dans cette nouvelle approche, vous avez un certain nombre de confédérations qui essayent de construire une unité d'action ensemble. Et donc, pour ce qui s'est passé à cette audience, vous savez que nous avons été les premiers à réagir. Nous avons fait une sortie médiatique et nous avons interpellé nos ministres de tutelle. Nous avons fait ce qu'il fallait et nous avons demandé en fin de compte une audience pour rencontrer le chef de l'État parce qu'on s'était rendu compte que la mesure avait été prise sur la base d'informations qui n'étaient pas tout à fait en phase avec la réalité du terrain. Et nous sommes dit qu'en rencontrant la première autorité, en lui expliquant, en lui permettant donc de confronter nos chiffres et les chiffres qu'on lui avait donnés, il y avait peut-être un espoir que nous puissions sortir de la situation. Donc c'est suite à cette demande que nous avons été invités. Quand vous n'avez pas demandé à être reçu, vous ne pouvez pas polémiquer de ne pas être à une rencontre que vous n'avez pas demandé. Et donc cette polémique n'a pas lieu d'être parce que l'unité d'action que nous essayons de construire ensemble ne s'est pas fermée, ne s'est fermée à aucune confédération. Il y a des gens qui ont estimé qu'ils sont suffisamment grands, suffisamment intelligents, suffisamment forts tout seuls et qui n'ont besoin d'aucune collaboration. Donc voilà, ceux qui estiment qu'ils peuvent travailler ensemble ont été reçus par le chef de l'État et nous espérons que ce que nous sommes en train de faire va conforter le dialogue social, va conforter l'unité d'action. Alors, vous dites que la décision a été prise sur la base d'informations erronées. Qui a recueilli ces informations? Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a quand même le CNE qui s'occupe des questions d'éducation. On sait qu'il y a l'ANAPES qui s'occupe de la gestion de la carrière, disons ça comme ça, des aspirants. Qui a recueilli ces informations? On va dire que ce sont nos ministres de tutelle. C'est en l'occurrence le ministère de l'enseignement secondaire, puisque la mesure est venue de là. Et curieusement, cette mesure n'est pas basée sur une correspondance officielle à l'heure où nous parlons. On a du mal à croire que l'on communique aussi abondamment, je vais dire aussi abusivement, sur une mesure pour laquelle il n'existe aucune correspondance officielle. Un peu comme si on a voulu faire un ballon d'essai pour voir ce que ça allait donner en termes de réaction. Vous savez que le souci du gouvernement, lorsque nous avons écouté notre ministre de tutelle, le souci, c'était qu'il fallait
et parer au plus pressé parce qu'il y avait un déficit horaire et que des enfants du Bénin ne pouvaient pas avoir l'enseignement pour la simple raison qu'il n'y avait pas de personnel disponible. Et donc, pour eux, c'était la solution trouvée, la solution d'urgence trouvée pour, comment dire, juguler un peu ce déficit horaire. Et or, vous savez que les informations du terrain sur la pénurie de personnel enseignant, ce n'est pas des informations fondées dans tous les cas. On a compris que le ministère a été plus ou moins floué par des informations parvenues du terrain pour lesquelles on n'a pas pris la peine donc de vérifier. Même les effectifs concernant comment dire, les aspirants concernés, tout cela. Et puis, au-delà de tout ça, même quand vous voulez faire bien, votre action est basée sur la volonté de bien faire, de régler un problème. Vous tombez dans une mauvaise solution parce que vous n'avez pas échangé avec les acteurs du terrain. Et deuxièmement, par rapport au timing, c'est un désastre. Le time, parce que nous avons toujours demandé, pendant qu'on gérait de façon approximative la pandémie relativement à l'école, nous avons toujours demandé qu'on prenne le temps donc de discuter pour préparer au mieux la rentrée que nous avons effectuée il y a 2 semaines. Et malheureusement, on effectue d'abord la rentrée avant de se rendre compte qu'il faut maintenant prendre une mesure de 30 heures qui est venue déstabiliser toutes les écoles. Aujourd'hui, vous savez qu'il n'y a pas d'enseignement dans les établissements secondaires. Il n'y a pas d'enseignement. Pourtant, on a effectué la rentrée depuis 2 semaine, mais il n'y a pas d'enseignement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez dire qu'il n'y a pas encore de cours au niveau du public? Pour la plupart, il n'y a pas de cours. Il n'y a pas de cours parce que la mesure a déstabilisé les chefs d'établissement, les administrations de nos établissements qui ont été obligés. On leur a dit, reprenez les emplois du temps, refaites-les sur la base des 30 heures. Il n'y a pas eu de courrier officiel. Pourtant, ils se sont empressés donc de récupérer les emplois du temps précédemment donnés aux aspirants. Vous savez que les aspirants sont nombreux. Et donc, du coup, et les censeurs, les chefs de service des études n'ont pas pu encore gérer la situation parce qu'on leur a dit d'attendre. Les emplois du temps refaits ont été envoyés dans les directions départementales et on estime que ce sont les directeurs départementaux qui vont répartir les enseignants aspirants sur la base des emplois du temps aveugles qu'on leur a envoyés. Donc, tout un cafouillage qui a été créé. On ne peut pas vouloir régler un problème et en créer beaucoup d'autres. C'est ce que la mesure a donné, quoi. D'accord. Anselme Amoussour, on vous a compris. Et sur la démarche, d'aucuns disent que c'est du syndicalisme intelligent que vous faites depuis un certain temps. À quoi doivent s'attendre les aspirants? Même si déjà on pense que les 2 semaines de retard peuvent être rattrapées si les choses se mettent en ordre. Oui, pour me baser sur les engagements qui ont été pris par l'autorité, c'est que les aspirants vont reprendre les classes normalement. Tous ceux qui étaient en poste l'année dernière et sur la base donc de notre fameuse comment dire, de l'ancien quota, non, la base de données, oui. Vont reprendre les classes et à partir de la semaine prochaine, normalement si tout va bien, les chefs d'établissement devraient être instruits à cet effet. Et pour nous, c'est quand même important parce que vous savez, il y a des gens qui ont déjà rejoint leur poste. Des gens ont quitté Cotonou pour se retrouver à Karimama, à Djougou, sur la base de la parole qui a été donnée par le ministre de l'enseignement secondaire. Et du coup, on leur a tout pris. Il y a eu des gens qui ont, par exemple, perdu leur quota horaire dans la matière qu'ils enseignent habituellement, par exemple l'anglais. Et le terrain a révélé qu'on leur a pris les heures en anglais, mais parce qu'il fallait leur donner un emploi, on leur a demandé de prendre des heures en allemand, alors qu'ils n'ont jamais fait d'allemand. Donc, autant de situations... La question de l'ambivalence. Anachroniques, oui, on va en reparler si vous voulez bien. Donc, du coup, aujourd'hui, les camarades aspirants qui étaient en poste vont reprendre les classes. Deuxièmement, c'est que le quota horaire est de 30 heures. Nous avons réussi à faire comprendre au chef de l'État que ce n'était pas la meilleure solution. Donc, le gouvernement est d'accord pour reculer sur cette mesure-là, à condition qu'après la reprise des classes que nous supposons pour la semaine prochaine, oui, on puisse faire le point pour voir quel est le réel déficit horaire et quel est l'effectif des aspirants à déployer. Et sur cette base-là, il a instruit le ministre Abdoulaye Biotchani avec les autres ministres pour que nous puissions nous retrouver pour mettre ensemble les différents chiffres et voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour prendre en compte
l'aspiration des enfants à avoir un enseignement de qualité, à couvrir toutes les heures, et en même temps, le souci que nous avons tous d'avoir de la qualité dans notre école et de ne pas surcharger un enseignant qui va finalement bâcler tout le travail. Et donc, ce travail a commencé. Hier encore, on a fini, je suis très tard dans la nuit au ministère du Plan, où nous avons commencé donc à échanger, à faire les statistiques pour voir ce que nous pouvons donner. Des perspectives alors heureuses pour les aspirants. Sur cette question-là, oui, il y a d'autres points sur lesquels on ne s'est pas entendu. Et Jean-Hugues disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu que des points positifs? Non, parce que nous avons fait remarquer au gouvernement qu'on ne peut pas, en tant qu'État, donner le mauvais exemple en matière donc, de traitement des travailleurs. Un État ne peut pas faire un contrat de 9 mois et estimer qu'il a déjà tellement fait, un peu comme s'il était dans une position donc, de donneur d'aumône, alors que l'État est là pour veiller justement au bien-être des populations. Et de ce point de vue, on sait que les abus donc, par rapport aux droits de travail se retrouvent surtout dans le secteur privé, dans le secteur informel. Et donc, en faisant un contrat de 9 mois avec les camarades, c'est un très mauvais signal que le gouvernement a. Nous avons attiré l'attention du chef de l'État pour dire qu'il faut faire un contrat en bonne et due forme de 12 mois, de façon à leur permettre d'avoir la motivation qu'il faut, de tenir compte de l'investissement qu'ils donnent en 9 mois et de sanctionner lorsque c'est mauvais, mais également de faire la sanction politique lorsque c'est bon. Le gouvernement nous a répondu qu'il n'avait pas les moyens de faire 12 mois pour l'instant et qu'on devait donc s'en tenir aux 9 mois. Et la mesure complémentaire, c'est la déclaration à la caisse de ces camarades-là et que malheureusement, beaucoup de membres du gouvernement présentent comme étant, disons, une mesure exceptionnellement gentille alors que c'est un rattrapage qui se fait. Vous dites que l'État doit prendre en compte les difficultés de ces aspirants, de ces travailleurs, faire des contrats en bonne et due forme. Mais est-ce que quand on regarde un peu la situation dans laquelle végétaient ces enseignants qui pour la plupart étaient vacataires et qu'on voit aujourd'hui le bond qui a été fait de l'autre côté par le gouvernement, est-ce que ce n'est pas déjà un pas? Oui, je n'en disconviens pas. Nous devons reconnaître objectivement qu'il y a eu des efforts pour améliorer une situation qui était difficile pour les camarades. Il y a eu des efforts. Mais écoutez, on peut faire mieux, non? On peut faire mieux, c'est ce que nous souhaitons tous. Parce que comment pouvez-vous comprendre que, par exemple, quand on a voulu couvrir les déficits horaires en imaginant la mesure de 30 heures, on a pensé que ces camarades-là pouvaient faire un effort supplémentaire. Je ne vous arrête pas, oui. Mais vous savez ce qui se dit sous cap, c'est que la plupart de ces aspirants, quand ils faisaient, mettons, 20 heures au niveau du public, ils avaient également des heures au niveau du privé. Donc, quand on fait le cumul, ils se retrouvaient bien à faire, même au-delà des 30 heures, quand on rajoute également leurs cours de maison. Est-ce que vous n'avez pas ce même sentiment? Écoutez, l'école ne peut pas se gérer sur la base simplement de l'aspect économique, de l'aspect salarial, de l'aspect revenu financier. Parce que ceux qui le faisaient, est-ce que leur efficacité n'a pas pris un coup? Pourquoi vouloir officialiser une mesure qui devrait normalement, suite à ce qui devrait normalement être combattue? Parce que nous avons un seuil de fatigabilité en tant qu'enseignant. Le métier d'enseignant a ses spécificités. Vous devez préparer les classes. Vous devez exécuter la classe et vous devez faire l'après-classe. Alors, de ce point de vue, est-ce que le gouvernement fait l'option de la quantité pour dire, bon, on veut des gardiens d'enfants, on ne veut pas des enseignants, et donc à condition que les gens sont d'accord pour prendre les 5% ou les 10% que l'on agite là. Et puis, comme ils sont assez solides pour courir un peu partout, permettons-leur donc de faire 30 heures. La réflexion ne devrait pas être basée sur cet aspect-là. Et là, on est encore dans ce que je dénonçais tout à l'heure, le mauvais exemple donné par un État. Parce que la solution, elle est là. La solution, c'est qu'il faut recruter. Et nous avons attiré l'attention du gouvernement là-dessus. Le chef de l'État ignorait, par exemple, qu'on a plus de 5 000, sinon plus de 6 000 enseignants sortis des écoles de formation pour l'enseignement secondaire seul. Donc, des professeurs adjoints formés pour le BAPES, des professeurs certifiés avec le CAPES et le CAPET, qui sont là, qui ne sont pas recrutés, qui pour la plupart ne sont même pas dans la base de données. Et on parle de vouloir la qualité. Donc, l'État a la solution facile de recruter. Bon, on nous dit, on n'a pas la force budgétaire pour le faire. En attendant, on trouve cet expédient-là, mais il faut jouer avec l'expédient
avec de la qualité, parce que le gouvernement nous a habitués à beaucoup plus d'intelligence dans les actions, beaucoup plus de rationalité. Comment pouvez-vous comprendre que on dise, nous voulons recruter des gens pour combler le déficit, et que beaucoup d'établissements se retrouvent avec un trop-plein d'enseignants dans des disciplines? C'est sur ça que nous avons attiré l'attention du chef de l'État pour dire, il y a un problème par rapport aux statistiques que vous avez. Qu'on envoie 5 enseignants d'histoire et géographie dans un collège et que l'établissement n'a demandé que des professeurs de philo, ça veut dire qu'il y a un problème dans la gestion donc, du personnel déficit au niveau de l'enseignement secondaire. Et c'est sur cette base erronée que l'on prend des décisions qui ne sont pas des décisions tout à fait réfléchies. Donc voilà. D'accord. Puisque nous y sommes, quelle est la position de votre centrale sur la question de la bivalence, puisque vous en parlez tout à l'heure? Écoutez, la bivalence n'est pas une innovation. Et moi, je ne suis pas, dans l'absolu, je ne peux pas être contre la bivalence. Ça peut être une solution, disons, plus ou moins tropicalisée pour tenir compte de nos réalités et gérer. Parce que nous avons eu des professeurs de maths physique. Oui. Quand on allait en classe, on a des professeurs de maths biologie, n'est-ce pas? Oui. Donc, ça veut dire que c'est pas un scandale que de parler. C'est pas aussi mauvais que ça. C'est pas aussi mauvais que ça. Si on met en place ce qu'il faut en termes de commodité, je veux dire en termes d'accompagnement pédagogique, parce que nous avons aujourd'hui beaucoup d'enseignants qui n'ont pas eu la formation initiale, donc qui ne sont pas forcément outillés pour faire ça. Et nous sommes dans une approche par compétence, hein, même si c'est encore largement une incantation, mais nous aspirons à une approche par compétence. Et dans cette approche par compétence... Une incantation? Oui, dans la plupart des cas, c'est une incantation, parce qu'on n'a pas les conditions qu'il faut pour aller vers l'approche par compétence. Vous ne pouvez pas faire l'approche par compétence dans une classe de 100 élèves. Voilà. Donc, pour la bivalence, on ne peut pas être contre de manière stricte, mais il faut que nous puissions veiller à ce que les conditions d'accompagnement puissent être mises en place pour permettre de tirer le maximum de profit de ce type de mesures. Voilà, avec la concession faite par l'État et surtout avec l'approche du chef de l'État qui a dénoué la situation, ne pensez-vous pas qu'il faille mettre la balle à terre et peut-être continuer à discuter pour la rentrée prochaine, avoir d'autres réussites ou d'autres victoires? Mais oui, écoutez, nous sommes toujours dans la discussion. Rappelons, je vous ai dit que hier tard dans la nuit, on a encore discuté avec les membres du gouvernement. On est dans la discussion. Moi, je suis de ceux qui pensent que la lutte syndicale, les acquis que l'on peut engranger dans la bataille syndicale, c'est comme les marches d'un escalier. C'est un pas après l'autre. Je ne suis pas de ceux qui pensent que quand on n'a pas tout, c'est qu'on n'a rien gagné. Nous avons fait un petit pas cette année. Et nous espérons que les engagements qui ont été pris le jeudi dernier seront entièrement respectés. Et nous pouvons attendre d'espérer que le dialogue social efficace et sincère nous permette l'année prochaine d'espérer, par exemple, que les camarades puissent se retrouver dans un emploi plus stable, pourquoi pas avec un contrat de 12 mois, ou alors un recrutement massif pour permettre de régler définitivement la question de pénurie d'enseignants. Anselme Mamoussou, vous ne l'avez pas dit ici, mais beaucoup d'autres acteurs du monde syndical pensent que le chef de l'État a été quand même très coopératif sur le sujet et qu'il a rapidement convoqué les centrales syndicales pour pouvoir trouver une solution. L'avez-vous trouvé véritablement sincère? Parce que pour beaucoup, cette démarche était plutôt politique. Vous savez, moi, en tant qu'acteur social, je ne ferai jamais le reproche à un homme politique de vouloir tirer des dividendes politiques d'un acte qu'il pose. Ce n'est pas important pour nous. Le plus important pour nous, c'est que si dans sa quête de dividendes politiques, il arrive à régler des problèmes des travailleurs, moi je dis bravo. Vous n'avez pas répondu à la question. Je vais répondre à la question. Et sur la sincérité de la bonne foi du chef de l'État, ma nature me recommande d'y croire. Parce que sinon, j'aurais perdu 2 heures de temps pour rien. Il faut, quand vous êtes dans le dialogue social, le premier principe, c'est qu'il faut croire en la bonne foi des différents partenaires. Et moi, je dis qu'il y a un avantage aujourd'hui à rencontrer parfois le chef de l'État. J'ai remarqué que lorsque vous avez un argumentaire solide, logique et rationnel, vous êtes écouté. Vous êtes écouté parce que disons qu'il aime le débat, et lorsque le débat, vous pouvez le faire avec la qualité d'argumentaire qu'il faut. Et donc, c'est ce que nous avons fait. On a préparé vraiment cette séance avec nos arguments pour pouvoir y aller. Donc, quelqu'un qui a dit à un moment donné, écoutez,
si l'État se trompe, nous allons reculer sans problème. Quelqu'un qui dit, mais on n'avait pas ces éléments-là. Monsieur le ministre, est-ce que c'est vrai que nous avons, par exemple, 6 000 enseignants qui sont sortis des classes et des écoles normales et qui attendent sur le terrain? Donc, sur la bonne foi, je dis que oui. Et je le dis d'autant plus que le lendemain de jeudi, nous avons rencontré les ministres qui ont été instruits. Et notre travail a été fait justement sur les institutions chefs de l'État, sur ce que nous avons eu en débat au Palais de la République. Donc, jusque-là, disons que chat échaudé craint l'eau froide et qu'il faut attendre de juger sur pièce. Mais alors, je crois que d'ici la semaine prochaine, nous pouvons commencer oui, vous finissez. Nous pouvons commencer à croire peut-être à 90-95% à la parole du chef de l'État sur cette question-là. Donc, les aspirants vont repartir à l'école, vont repartir au cours à partir du lundi prochain. Ça, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. De façon générale, si on doit résumer tout ce que nous avons dit, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? On va passer des 30 heures et revenir à 20. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Et nous, c'est notre souhait. À la date d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas répondre de façon précise à cette question. Je ne sais pas quel est le quota horaire qui va être fait. Mais qu'est-ce que vous demandez déjà? Ce que nous demandons, c'est qu'on revienne au quota horaire régulier parce qu'il y a un test qui régule les quotas horaires. Et le test n'a jamais parlé de 30 heures. Donc les syndicats, on rappelle au gouvernement que le gouvernement est là pour faire respecter les textes de la République. Donc il ne faut pas violer les textes de la République. Donc revenir aux 20 heures, aux 22 heures, qui permettent à tous les aspirants d'être en poste. Parce que l'application des 30 heures met du coup beaucoup d'aspirants en dehors du système. Aujourd'hui, nous avons la garantie que tout ce qui était en poste vont reprendre les classes. Sur la question du quota horaire, les discussions se poursuivent et le gouvernement est en train de faire les calculs réels. Les calculs réels, parce que les autres calculs étaient erronés. Les calculs réels vont nous donner la réalité de la situation. Et sur cette base-là, nous allons discuter pour voir quel est le quota horaire que nous pouvons appliquer. Un peu plus haut, tout à l'heure, vous avez parlé également des effectifs pléthoriques. Est-ce que cette question a fait l'objet de discussions également quand vous étiez au Palais de la République le jeudi dernier? Et qu'avez-vous proposé? Non, nous n'avons pas eu le débat sur cette question. C'est une question récurrente que tout le monde connaît. Tout le monde connaît surtout que c'est une situation qui a été aggravée par la mesure, je dis, incongrue du ministre de l'Enseignement primaire qui a décidé qu'il n'y a plus de redoublement dans les différents sous-cycles. Et du coup, vous avez aujourd'hui dans les classes de l'enseignement primaire du Bénin, vous avez des effectifs d'au-delà de 100, parfois 125. On est d'accord et ils le savent tous parce que nos ministres sont également des professionnels de l'enseignement. Ils savent tous que dans ces classes-là, il n'y a pas enseignement. Il n'y a que le gardiennage des enfants. Et pourtant, ce que vous dites là est quand même un peu grave. Oui. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des endroits reculés, des localités reculées où il n'y a pas d'école privée pour pouvoir accueillir ces enfants, mais on constate également que en zone urbaine, il y a des écoles privées, mais qu'il y a des collèges publics qui reçoivent, comme vous le dites, 180 et bien au-delà d'apprenants. Est-ce que au niveau des acteurs de l'éducation, au niveau de l'État, est-ce qu'on peut prendre des mesures pour limiter, par exemple, les effectifs dans les classes au niveau du public? Oui, on peut prendre des mesures. Les mesures simples, c'est qu'il faut avoir des infrastructures. Il faut recruter. Parce que c'est le ratio enseignant et effectif qui conduit à ça. Et il faut créer des écoles là où on doit en créer. Un État doit se donner les moyens de son éducation. Parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui du CNE, que l'on présente comme une, disons, un mastodonte qui doit... magique. Oui, en fait, c'est la panacée à tous nos maux dans l'éducation. Moi, j'en doute. Mais il y a des problèmes réels sur lesquels le CNE et l'ensemble du gouvernement doivent se pencher. Je veux dire, l'ensemble des acteurs. Et nous avons toujours proposé que l'on puisse faire en sorte que, quand nous parlons d'approche par compétence, qu'on se donne les moyens d'appliquer l'approche par compétence. Et sur ce cours, ne serait-ce que cet exemple donc, de l'effectif, on n'est pas dans l'approche par compétence. Parce que, voyez-vous, j'avais expliqué en tant que la mesure de l'enseignement primaire, par exemple, du non-redoublement au niveau des classes intermédiaires, des sous-cycles, c'est l'un des principes de l'approche par compétence. Mais on ne peut pas appliquer un principe de l'approche par compétence les yeux fermés sur nos réalités. Le principe dit que normalement, lorsque vous ne faites redoubler aucun enfant au CI, c'est le maître du CI qui accompagne les mêmes enfants au CP. Voilà. On n'a pas veillé à ça. On a fait les mutations du personnel sans tenir compte de ça. Les gens ne savent pas cela. Et pourtant,
Moi, j'ai massacré peut-être les enfants parce qu'ils avaient des effectifs pléthoriques au CI. Et que beaucoup ne sont d'ailleurs pas revenus à cause de la période de Covid. Exactement. Je les envoie au CP tous. Je donne ça au maître du CP, qui doit donc se coltiner cette difficulté-là, qui n'a pas créé. Il ne connaît pas correctement, donc individuellement chaque enfant. Donc, il ne peut pas remédier autant que moi qui suis censé connaître chacun de mes enfants. Et dans un effectif de 100 élèves, vous pensez vraiment qu'un enseignant peut connaître individuellement les besoins de chaque enfant? Ce n'est pas possible. Donc, d'où la question de l'effectif qui est une grosse entorse à tous les discours que nous avons sur l'approche par compétence. On n'est pas encore dans l'approche par compétence. D'accord. Dites-nous, au-delà de la question du quota horaire, de quoi avez-vous discuté encore avec le chef de l'État? Voilà, et nous avons évoqué nous avons insisté sur la question du recrutement. Le recrutement des camarades qui sont formés et qui sont dans les établissements, enfin, qui sont sur le terrain aujourd'hui et qu'on ne consomme pas du tout. Parce que normalement, la priorité devrait donner à ces gens-là qui sont quand même sortis des écoles normales, qui sont formés, plutôt que d'aller vers les diplômes académiques. Voilà. Et quand vous regardez dans les effectifs des aspirants, ils ne sont pas très nombreux parce que beaucoup ont refusé d'aller composer ou bien certains ont même composé dont on dit qu'ils n'ont pas réussi le test. Ça peut peut-être se comprendre par la qualité des épreuves et par l'approche qui a été celle de l'évaluation. Maintenant, nous avons abordé un point important, et c'est la qualité du dialogue social. Nous avons attiré l'attention du gouvernement sur le fait que on a eu des débats assez conviviaux sur une question d'importance sur laquelle nous sommes en train de trouver peut-être un consensus. Et qu'on aurait pu éviter toute cette polémique et cette guéguerre si on avait anticipé en discutant avec les acteurs pour que nous puissions apporter notre contribution. Donc ça a été l'occasion pour nous, encore une fois, de montrer au chef de l'État que le gouvernement n'a pas intérêt à développer une allergie contre le syndicat. Le syndicat peut accompagner une gouvernance lorsque on le convainc d'un certain nombre de choix pertinents qui sont faits. Et nous avons évoqué les innombrables problèmes que vous connaissez, les revendications qui sont restées en suspens, la cherté de la vie, où le gouvernement, depuis 4 ans, plus de 4 ans, n'a apporté aucune augmentation de revenus aux travailleurs. Et le gouvernement a estimé qu'on pouvait encore patienter, que ça pouvait venir d'ici à là, et qu'ils étaient dans une approche qui consiste donc à utiliser les revenus de l'État qui se dégagent donc de l'assainissement des finances publiques, à les utiliser pour combler le déficit, par exemple, dans tous les secteurs, santé, enseignement, etc., avant donc de penser à améliorer la condition de ceux qui sont là. Et les questions de l'évaluation, les suites de l'évaluation, les questions comme les dissolutions d'entreprises, les liquidations d'entreprises sur lesquelles on n'a pas un très bon traitement pour le personnel. Sur ces questions-là, le chef de l'État a instruit le ministre ABT pour que nous puissions continuer nos échanges dans la grande commission de négociation au gouvernement central. Et on devait se revoir le vendredi dernier, mais on n'a pas pu, parce que justement les ministres s'étaient attelés à la tâche qu'on leur a confiée sur la question brûlante donc des aspirants. Nous allons certainement nous retrouver la semaine prochaine et nous espérons que les débats vont nous permettre de... Très bien. Nous allons suivre également l'évolution de toute cette actualité avec vous, Anselme Amoussou, et avec l'ensemble des acteurs du monde syndical. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je vais vous demander rapidement de conclure. Et je voudrais dire à nos camarades que nous pouvons expérimenter les autres stratégies du syndicat. Nous ne devons pas rester seulement focus sur la seule que nous connaissons, qui est la grève, la guéguerre. Non pas que je dis qu'on ne doit pas faire la grève, nous devons nous préparer donc à faire, parce que la grève est un appel au dialogue également à des moments donnés. Mais que nous devons regarder ces approches-là comme étant également du syndicalisme et non pas écouter ceux qui pensent que lorsque vous dialoguez, vous devez avoir honte d'être un adepte du dialogue social. Il est plus difficile de faire le dialogue que de faire la guéguerre ou la grève. Et de ce point de vue-là, nous voulons qu'ils partagent avec nous cette fierté que nous avons d'avoir peut-être franchi un petit pas dans la résolution de problèmes urgents, de problèmes sociaux pour des camarades qui n'ont pas de voix et qui ne comptaient que sur les syndicats pour pouvoir se faire entendre. Et je vais dire félicitations à Beneuch. Ça fait un moment que je regarde
cette émission d'ailleurs depuis le début. Vous avez marqué de très grands coups médiatiques et je souhaite bon vent à votre Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que vous avez parlé de la grève tout à l'heure. Je vais vous relancer rapidement sur le sujet. Est-ce que vous sentez aujourd'hui encore l'utilité de la grève dans le monde syndical? Et vous avez un gouvernement, un pays, une gouvernance a le type de syndicalisme qu'elle mérite. Et on est dans un processus de changement de mentalité, mais ce changement n'est pas encore une réalité dans la tête de la plupart de nos autorités, qui continuent de regarder le syndicat comme étant un ennemi. De ce point de vue, vous n'avez pas toujours l'écoute qu'il faut. Et la grève peut être un moyen de provoquer la qualité d'écoute que vous souhaitez. Donc, elle peut être encore utile. Seulement, nous devons apprendre à faire des grèves efficaces, de courte durée, mais très efficaces, et à sortir de la grève qui dure 3 mois, 4 mois, et que l'on brandit fièrement comme étant un exploit. Ce n'est jamais été un exploit. Très bien. Merci beaucoup, Anselme Amonsou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la CSA Bénin, la centrale des syndicats autonomes. C'est la Confédération des syndicats autonomes. Merci d'être passé sur ce plateau. Landry Breton, merci. Merci, Jean-Luc. Chers téléspectateurs, à bientôt.